Notre sondage quotidien, et c'est François Cros qui vient nous l'expliquer, nous le décortiquer, directeur du pôle politique à l'IFOP. Et vous êtes le bienvenu, mon cher François. Et Valérie Nataf, avec tout son talent d'éditorialiste politique, va pouvoir nous éclairer également et nous donner son avis. Alors les chiffres du jour, je vais vous les donner tout de suite. On y va, on est à 11 jours du premier tour. Emmanuel Macron est à 28, il prend un demi-point. Marine Le Pen, 21,5, elle prend un demi-point. Jean-Luc Mélenchon à 15, il prend lui aussi un demi-point. Éric Zemmour est en 4e position à 10,5, il perd 0,5 points. Valérie Pécresse à égalité, mais elle ne bouge pas. Yannick Jadot perd un demi-point, il repasse sous la barre des 5. Dans la deuxième partie du tableau, c'est Fabien Roussel qui prend lui un demi-point, il est à 4. Anne Hidalgo ne bouge pas, elle est à 2. Jean Lassalle perd un demi-point, il est à 1,5, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont tous les deux à 0,5. Alors, on va s'intéresser à pas mal de choses, notamment on va commencer par le haut du tableau, parce que c'est vrai qu'on voit ce rapport de force entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jetons un coup d'œil d'ailleurs sur le deuxième tour, même si on le sait, il faut être prudent. Ça commence quand même à nous donner une certaine idée de ce que ça pourrait être. Le deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on est à 53,5 contre 46,5. J'ai raison quand je dis que ça commence à vouloir dire quelque chose, François ? Oui, on est clairement dans une séquence qui a commencé, je dirais, depuis milieu du mois de mars, et qui est ce qu'on appelle la fameuse cristallisation du vote. Et on a des logiques de vote utile qui ont lieu à la fois dans la droite radicale et dans la gauche au sens large, et notamment la gauche radicale, qui se font pour l'instant en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui atteint un record absolu. En l'espace de 5 ans, on ne l'avait pas mesuré à un niveau aussi élevé. Et puis pour Marine Le Pen, elle atteint aussi un score qu'on n'avait pas vu depuis au moins l'apparition d'Éric Zemmour dans la course à la présidentielle. C'est très, très frappant, Valérie, quand on voit, parce qu'on sait que sur un sondage quotidien, ce qui est important, c'est la dynamique. C'est vrai que cette dynamique Mélenchon-Le Pen et la dynamique à l'inverse d'Emmanuel Macron est frappante quand même. Alors, la dynamique à l'inverse, il est quand même à un niveau très haut. C'est vrai. C'est un président sortant, il est à 28. Il est plus haut qu'avant la guerre. Il y a eu une poussée, évidemment, au moment de la guerre en Ukraine. Oui, on voit que les dynamiques sont là, sans doute poussées par un intérêt plus grand pour la campagne maintenant. La question, on va j'imagine l'aborder, c'est la question des abstentionnistes. Beaucoup de politologues, beaucoup de sondeurs nous disent que l'abstention pourrait atteindre des niveaux jamais vus, mais dans le même temps, on a vu des inscriptions sur les listes électorales assez massives, ce qui prouve que cette élection présidentielle, elle représente quand même un rendez-vous important pour l'électorat français. On est à pas loin de 48 millions, je crois, d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Sauf erreur, pardonnez-moi si je me trompe, on était à 44-45 millions en 2017. Oui. Donc on a une augmentation de cet électorat potentiel. Donc l'abstention existera, elle est mesurée par nos amis les sondeurs, mais il y a peut-être un effet dû au contexte international, dû à la fin de la crise, enfin la fin relative de la crise du Covid, et à la question du pouvoir d'achat, qui peut au contraire mobiliser beaucoup d'électeurs, notamment dans les classes populaires et les jeunes, et qui peut modifier ce qu'on est en train de voir. Alors, on va voir évidemment comment ça se passe. C'est vrai que désormais, on peut s'inscrire après le 31 décroissant. Enfin, ça fait quelques années maintenant. C'est fini maintenant. C'était jusqu'au 4 mars. Oui, là, c'est trop tard. Voilà, là, c'est trop tard, évidemment. Et la campagne officielle a commencé. Je voudrais qu'on écoute un certain nombre de candidats. On va commencer par Fabien Roussel. Il était ce matin devant la FNSEA. Vous savez que c'était le grand rendez-vous pour les agriculteurs. Voilà ce qu'il dit, Fabien Roussel. La question alimentaire, elle est centrale, essentielle. On a besoin de soutenir nos agriculteurs. Si je suis le seul de gauche à le faire, j'assume et j'en suis fier et même honoré d'être là aujourd'hui. Il y a une partie de la gauche qui a tourné le dos au peuple et je le regrette, que ce soit le monde des usines ou que ce soit le monde paysan. J'assume clairement depuis le début de cette campagne que je souhaite incarner cette gauche populaire qui s'adresse autant aux habitants des banlieues qu'aux habitants de nos campagnes et qui soutient cette profession et une alimentation française. On a besoin de défendre notre souveraineté alimentaire. C'est le projet que je porte. J'ai mis les pieds dans le plat sur ce sujet, j'assume, mais c'est mon projet de la France des jours heureux. Je suis allé passer le grand oral auprès de la Fédération de la chasse. J'ai répondu à leurs questions. J'ai été aussi le seul à gauche à le faire.
Mais justement, comme ça fait beaucoup de débats dans la société, il ne faut pas refuser le débat, il ne faut pas être dans l'invective, il ne faut pas leur tirer dessus. Au contraire, il faut dialoguer, faire part de ses propositions, assumer et discuter. Je suis peut-être le seul à gauche à m'adresser au monde rural, à la ruralité, et je souhaite le faire dans un esprit de dialogue et de bienveillance. Dialogue et bienveillance, Valérie Nataf, il le répète 2 fois. C'est la France des jours heureux, Fabien Roussel. C'est son courageux projet, quand même, hein. dit-il, Oui, en oui. une citation. Non, mais enfin, c'est courageux. C'est... Oui, mais on le voit, Fabien Roussel, il a choisi un sillon, si j'ose dire, puisqu'il était devant les agriculteurs, le monde paysan, assez clair et assez droit. Il a parlé, c'est pour ça qu'il s'est fait ovationner par les adhérents de la FNSEA. Il a parler, par exemple, d'une bonne viande, d'un bon vin, d'un bon fromage. Voilà des mots qu'on n'avait pas entendus dans le monde politique depuis un moment. Il a un côté, j'entendais des sonores d'agriculteurs à la sortie de son oral, disant il a l'air sympa. Voilà quelqu'un qui se présente avec le sourire, une forme d'optimisme, son slogan des jours heureux, emprunté au Conseil national de la résistance. Ça parle à toute une partie d'un électorat qui se sent sinon stigmatisé, montré du doigt. Ce n'est pas tout à fait un hasard si ni Anne Hidalgo, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot ne sont venus devant les adhérents de la FNSEA parce qu'eux, ils savaient qu'ils auraient un accueil sans doute un peu plus rude. Alors, est-il le seul à parler de ruralité ? Non, il y a aussi Jean Lassalle, qui est le candidat de la ruralité par excellence. Alors, tout à l'heure, Jean Lassalle, il était en interview sur LCI avec Claire Fournier et Christophe Moulin. Il y a quelques semaines, il avait dit, je cite, « C'est une campagne de merde qui ne sert à rien. » À 11 jours du premier tour, est-ce qu'il est toujours dans le même état d'esprit ? On va l'écouter. Oui, je reste dans le même état d'esprit. J'espère qu'elle nous servira de leçon pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Parce que les règles étaient d'une confusion extrême. Elles n'ont pas cessé de changer. J'ai vu devant moi des journalistes, pour une fois, très perdus, les uns d'une morgue insupportable, les autres dans une recherche pour essayer de faire au mieux. Nous étions 12 candidats. La Constitution, si on veut bien la regarder dans son essence, ne dit pas qu'il y a de grands candidats ou de moins grands. Et d'ailleurs, si on regarde bien, et pourtant c'était l'ORTF, M. Marcy-Lassy et M. Barbu avaient eu autant de paroles que moi, et il y a déjà très longtemps, puisque c'était en 1965. Non, c'est vraiment de ce côté-là, rien n'a fonctionné. Je pense que les pires coups qui ont pu être portés à certains candidats, dont je suis, l'ont été. À travers moi, c'est ce que je représente aussi. C'est les centaines de maires qui m'ont parrainé, et je pense que cela va entraîner une prise de conscience qui, je l'espère, sera salutaire. Alors, cette campagne présidentielle qui ne satisfait pas tout le monde, c'est rien de le dire, notamment Nicolas Dupont-Aignan, que l'on va écouter aussi. Les Français sentent très bien que tout est fait pour étouffer la campagne. Vous reconnaîtrez le résultat des urnes le 10 avril à 20h. Ça dépend si les Français vont voter massivement. C'est-à-dire s'il n'y a pas assez de votants, vous direz que cette élection n'est pas valable. Mais de fait, vous savez, quand un peuple traîne les pieds, ne reconnaît plus son système politique, ne reconnaît plus son système médiatique, se réfugie dans la colère, je dis que c'est dangereux. Et moi, je suis attaché à la démocratie. Et je demande aux Français d'aller voter, de déjouer le piège de cette élection truquée. C'est à eux de la détruquer, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas très français. C'est à eux de déjouer le piège. Et ce faisant, ils peuvent éviter la réélection d'Emmanuel Macron. Ce faisant, ils peuvent choisir le candidat qu'ils veulent. Ou la 0809 40 41 42. C'est à eux de jouer. Alors, tout est fait pour pirater la campagne, dit Nicolas Dupont-Aignan. On avait entendu les relents parfois un peu complotistes dans son discours, notamment au moment des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un problème effectivement pour cette campagne, pour les Français ? On a cette petite musique qui monte sur l'idée que l'élection serait truquée, d'abord par la crise du Covid, maintenant par la crise internationale et puis par les différentes contraintes. Là-dessus, Dupont-Aignan, il s'inscrit aussi dans un combat, vous l'avez rappelé, des Gilets jaunes, surtout sur les combats contre les mesures de contraintes liées à la crise sanitaire comme le pass vaccinal ou le vaccin. Donc il est dans cette logique populiste. Est-ce que finalement ça va lui servir à sortir de la tenaille dans laquelle il est entre
Éric Zemmour et Marine Le Pen. En l'état, il est pour l'instant de manière très stable, mesuré chez nous entre 1 à 2%. Et on voit bien qu'il est dans une candidature qui, pour l'instant, s'annonce plus comme une candidature de témoignage que comme celle comme lors d'années précédentes où il avait quand même frôlé les 5%. Alors c'est vrai qu'il a... Est-ce que je peux juste rajouter un mot ? Il faut faire attention quand même à ces discours qu'on commence à entendre sur le fait qu'une abstention forte délégitimerait le résultat de cette élection. Il faut faire attention, les mots clés genre élection volée, on les a entendus aux États-Unis et on a vu comment ça s'était terminé avec l'assaut sur le Capitole. Donc, je respecte absolument tous les candidats et ils ont parfaitement le droit de trouver que l'élection ne se déroule pas dans les conditions optimales d'une élection présidentielle. Mais c'est vrai que personne n'a décidé qu'il y aurait une guerre en Ukraine ou qu'il y a eu une crise sanitaire pendant 2 ans. Attention à des mots jetés comme ça en pâture sur une opinion publique assez traumatisée, au corps un peu brûlé, traumatisé donc. L'élection sera légitime quel que soit le résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, ils c'est la démocratie. C'est pas mon choix. C'est un choix démocratique. Ils lancent un appel aux abstentionnistes. Est-ce que c'est le bon argument ? Sans doute pas. Effectivement, vous avez raison. Et d'ailleurs, il lance cet appel aux abstentionnistes. Il dit aux Français, prenez vos responsabilités. On va l'écouter encore un extrait. On écoutera ensuite Anne Hidalgo. Aujourd'hui, je suis candidat au premier tour. Je ne sais absolument pas qui va être au second. Et je pense, mon petit doigt me dit, je peux me tromper, que les Français, en tout cas je leur dis, si vous allez voter, massivement, si les 47 millions d'électeurs vont voter, eh bien je peux vous dire, on peut déjà sortir Emmanuel Macron dès le premier tour, ce qui serait un grand... Dès le premier tour. Dès le premier tour. Je pense qu'arriver à Lionel Jospin peut arriver à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les Français, je les supplie d'aller voter. Ils sont écœurés, on peut en reparler. Partout les gens, hier j'étais à Forbach, les gens sont écœurés. Écœurés de la campagne, écœurés de ce qui se passe. Mais je leur dis... Si vous êtes écœurés et si vous n'allez pas voter, eh ben vous allez subir pendant 5 ans. Je pense que les Français n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons au second tour. Et comme on ne sait pas qui y aura au second tour, eh bien je vous dis une chose, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est apporter, et pourquoi pas être au second tour, tout peut arriver. Si les 20 millions de Français qui veulent s'abstenir rebattent les cartes, enfin on peut sortir de ces seconds tours qui, franchement, n'enthousiasment pas les Français. Chacun a un pouvoir par son bulletin de vote et doit l'exercer librement, pas sous la pression de calcul ou de course de petits chevaux. Voilà, c'est le destin de la France à un moment qui est très important, très grave aussi, puisqu'il y a cette guerre en Ukraine, il y a cette question de la place de l'Europe, de la place de la France en Europe et dans le monde, de la question du pouvoir d'achat qui est là, qui est en train d'impacter directement nos vies. Donc c'est ça qui doit occuper sur les 15 jours qui viennent l'espace principal. Et je constate que beaucoup de Français, à peu près la moitié d'entre eux, ne savent pas encore s'ils vont aller voter, ne savent pas encore pour qui ils vont voter, sont capables, nous disent-ils, de changer encore de vote. Donc voilà, c'est aussi à elles et à eux que je m'adresse en leur disant il y a une gauche républicaine dans ce pays, une gauche laïque, sociale, écologiste, qui est là, qui est celle qui se coltine les responsabilités, la gestion du réel, qui propose, qui a apporté quand même toutes ces grandes conquêtes dans notre pays et sans laquelle la République n'est plus tout à fait équilibrée, n'est plus tout à fait la même. Cette gauche-là, on l'incarne, on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des reproches qui nous ont été faits sur ce qu'on a fait, pas fait, réussi, pas réussi. Mais pour autant, cette gauche-là, c'est la seule qui porte un projet équilibré dans le pays. Et on continue à le faire. Et moi, je le fais avec énergie et conviction. Valérie, on ne peut pas lui reprocher de ne pas y croire, en tout cas devant les caméras, de ne pas se mobiliser. De ce point de vue-là, elle est courageuse, Anne Hidalgo. Hein. Oui, elle manifeste clairement toujours un optimisme et qui ne montre pas, on va dire, le marasme, entre guillemets, dans lequel est sa campagne depuis désormais maintenant plusieurs mois. Juste pour rebondir sur la question des 20 millions là, d'abstentionnistes, c'est faux. Hein, dans notre enquête, Nicolas Dupont-Aignan dit les 20 millions de personnes qui s'abstiendraient, si elles votent, elles changent le cours du vote. Voilà, et donc nous actuellement, on a un taux de participation de 71%, c'est un record, c'est aujourd'hui. C'est bien sûr 7 à 8 points
en dessous de ce qu'on observait il y a 5 ans. Donc ce sera bien sûr un record d'abstention pour une élection présidentielle, mais in fine, on est très loin des abstentions records qu'on a observées lors des élections municipales ou départementales. Donc l'idée que l'élection va être truquée à cause d'une abstention massive, c'est pas ce qu'on observe. Et comme le disait très bien Valérie, à cause notamment de la montée très forte de la question du pouvoir d'achat, il est possible que dans les catégories populaires, on ait une dynamique qui incite les gens à aller voter. Et pour l'instant, ça se retrouve dans les urnes, vu que c'est plutôt des personnalités qui sont en pointe sur ces sujets, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui profitent des dernières dynamiques actuelles. Est-ce que vous demandez aux Français pourquoi ils ne vont pas voter? Ma question, c'est est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans les candidats? Est-ce que c'est parce qu'ils ont à peine entendu parler de la campagne et qu'ils ont même oublié que le 10 avril, il y avait un premier tour? Il y a tout un ensemble de motifs. Hein. C'est pas aussi, il n'y en a pas un qui... Il y a surtout l'idée que, un, ça ne sert à rien, et deux, qu'on ne se retrouve pas dans l'offre électorale, que ce soit en termes de programme, de candidats, etc. Donc il y a quand même clairement une désillusion, un désengagement qui est observé depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qui s'accentue au fil des scrutins. La différence, Valérie, entre... Parce que tous les deux, donc, on a entendu Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo en appeler aux électeurs, aux abstentionnistes, etc. Je me demande s'il y a un candidat qui ne fait pas appel aux abstentionnistes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis en train de me poser la question, mais je ne crois pas. Non. Avec juste la différence que Madame Hidalgo commence en disant, il y a une guerre en Ukraine, et c'est vrai que ça doit prendre de la place aussi. Bien sûr. Donc, Mais l'appel aux abstentionnistes, c'est aussi une figure obligée de toute élection, et notamment de la présidentielle. Il s'agit de dire aux gens, ce qui est somme toute la vérité, que leur vote compte, que chacun d'entre nous a sa voix à donner à qui on veut. On peut aussi voter blanc, mais le fait de se déplacer dans un bureau de vote le jour de l'élection, c'est un droit conquis, notamment pour les femmes, puisqu'on a eu le droit de vote plus tard que les hommes, et c'est un droit pour tout le monde, pour pouvoir exprimer son opinion. Ce qu'évoquait François Cros, qui était le côté « mon vote ne sert à rien ». Bien sûr, il y a ce sentiment, parce que tous les 5 ans, c'est ce que disait aussi Philippe Poutou ce matin chez Elisabeth Martichoux, on demande aux gens ce qu'ils pensent tous les 5 ans. C'est vrai, et c'est pas tout à fait vrai. Il y a des scrutins intermédiaires qui sont le plus souvent une manière de sanctionner le pouvoir exécutif si on n'en est pas heureux. Et qui sont souvent boudés d'ailleurs. Alors puisque vous parlez de Philippe Poutou, Madame Hidalgo parlait de gauche sociale, la France a besoin d'une gauche sociale. Lui, il dit l'inverse, il dit autre chose, il dit on a besoin d'une gauche radicale. Écoutez. On ne croit pas du tout au vote utile. Ça fait 40 ans, je ne sais pas combien de temps, qu'on nous sort ce truc-là. Le PS, à l'époque, c'était ça le vote utile. Il fallait absolument le PS contre la droite et contre l'extrême droite. Le PS est arrivé au pouvoir, il a fait la même chose que la droite. Et là, aujourd'hui, on nous ressort le coup du vote utile. On pense que ça, c'est piégeux. Et puis, en fait, le vote utile, il s'avère inutile parce qu'au fil des élections, on recule et puis les choses sont de plus en plus dures. Et on a quand même une sacrée expérience, c'est que l'élection, elle ne change pas la vie. Hein. Au contraire, l'élection est décevante. À chaque fois, on est déçu. Enfin, c'est aujourd'hui l'abstention qui va tourner peut-être à plus de 20% dans une présidentielle, ce qui serait un record. On voit bien que les gens, ils en ont ras-le-bol, le sentiment de se faire avoir, le sentiment d'être trompé en permanence. Et c'est pas que la présidentielle. Hein. La gauche au pouvoir dans les régions, dans les départements, ça change quoi? Donc on a besoin de discuter de ça, de quelle gauche on aurait besoin aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on discute, c'est que la gauche, on le voit, elle est complètement fragilisée, éparpillée, impuissante. Mais nous, on n'est pas nostalgique de la gauche d'hier qui nous a trompés. On voudrait discuter aujourd'hui de qu'est-ce que ça vaudrait, de quoi on a besoin. Nous, on pense qu'on a besoin. Attendez, je finis juste. On a besoin d'une gauche radicale. On a besoin d'une gauche anticapitaliste, d'une gauche liée aux luttes internationalistes, antiracistes, féministes, écologistes. Et c'est l'idée surtout que le camp des opprimés, le camp d'en bas, il doit s'organiser par lui-même. Il doit faire de la politique lui-même. Il doit prendre ses affaires en main. On en a vraiment marre d'avoir des gens qui ont la prétention de s'occuper de nos affaires et qui le font très mal et qui le font contre nous. Et à gauche, et après, on a un pouvoir. En fait, la politique, elle est faite par les riches ou les milieux populaires aisés. Et après, pas de surprise. Le gouvernement mène une politique pour les riches, à chaque fois. Alors, ça tombe bien parce qu'il faudra bien sûr reconstruire la gauche après l'élection. Ça, a priori, ça sera pas un scoop. Nathalie Arthaud, elle est quasiment sur le même créneau. On l'écoute. En réalité, il y a des gros acteurs, il y a des multinationales qui ont un poids prépondérant et qui manipulent le marché dans le sens qui leur va bien. Oui. Alors, s'il s'agit de demander des sacrifices à eux, pas de problème. S'il s'agit de bloquer leur marge, pas de problème. De bloquer leurs profits à ces plus gros, pas de problème. Mais s'il s'agit encore de s'en prendre à des petits producteurs, à des salariés, à des travailleurs, je ne suis pas d'accord. Vous savez, toutes ces grandes entreprises, c'est le business d'abord et avant tout. Alors, ils prennent en compte toutes les données. Qu'est-ce qui va nuire à leur image ?
court-métrage, qu'est-ce qui, pour le long terme, qu'est-ce qui est meilleur pour eux. Mais clairement, ils sont guidés par leur portefeuille. Si jamais il est réélu, est-ce qu'il y aura selon vous une prise en main par les salariés, c'est-à-dire une explosion sociale? Ah mais je suis sûr qu'on va vers une explosion sociale. J'en suis sûr parce que toute la situation se dégrade. Bon, on a discuté de la flambée des prix et de cette inflation qui est devenue insupportable pour tous ceux justement dont les salaires étaient bloqués. Mais je pense que la situation s'aggrave encore avec... il va s'aggraver encore avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Parce que là, on bascule dans une nouvelle période, très clairement, hein, une déstabilisation économique complète. C'est une tension sur l'énergie, mais pas seulement, sur l'alimentaire aussi. Ce sont des marchés qui vont être stoppés, hein, des perspectives de profit, de développement qui sont arrêtées net. François Cros, je ne sais pas si ça a un sens de poser cette question-là, vu à quel point la gauche est éclatée et il y a des différences dans les différentes strates de la gauche, mais le total gauche, c'est quoi ? Aujourd'hui, ça monte un petit peu. On est à 27% grâce à la montée lente mais continue de Jean-Luc Mélenchon. Oui, donc c'est pas ridicule du tout. Hein. Non, mais il fallait bien à un moment que les électeurs de gauche rentrent sur le terrain, si je peux me permettre, puisqu'on sait bien qu'ils n'étaient pas au score de 20-22%, comme parfois on a pu les mesurer. Et puis une part non négligeable des électeurs macronistes sont aujourd'hui des gens qui se situent à gauche ou qui viennent de la gauche. Donc pour beaucoup, Emmanuel Macron est un candidat, je dirais, d'un centre-gauche ou d'une gauche libérale complètement acceptable. Ce qui, bien sûr, pose problème pour tous ceux qui, comme Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, veulent essayer de récupérer cet électorat. Ce créneau-là. Ouais. Un tout petit mot encore, Valérie ? Non, j'entendais Nathalie Arthaud parler de l'inflation. Il y a eu 2 informations aujourd'hui. En Allemagne, c'est plus de 7%, me semble-t-il. En Espagne, à peu près dans les mêmes eaux. On voit qu'on rentre là dans des eaux extrêmement tumultueuses. On le sait, le pouvoir d'achat, tout le monde le constate en allant faire son plein ou ses courses. Ça va être très difficile et cette élection présidentielle va aussi nous donner une idée du niveau d'exaspération et de désespoir peut-être d'un certain nombre d'électeurs. Alors ce sera le mot de la fin. Non, encore un mot pour vous dire ce que nous annonçait le gouvernement tout à l'heure, puisqu'on sait que la vague Covid repart, alors moins grave, mais plus nombreuse en cas. Tous ceux qui seront positifs à la Covid pourront aller voter. Il faudra mettre un masque de préférence, évidemment, mais vous aurez le droit de vous rendre dans les bureaux de vote si vous êtes en état de vous déplacer, bien évidemment. Sinon, il y a toujours la procuration, ça marche.